Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, initiative sur le plan local et ou national avec Alix et Nguyen. Salut Alix. Salut Patrick. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. C'est bientôt la semaine du cerveau. Et oui, déjà la 27e édition. L'occasion de parler cette semaine de la maladie d'Alzheimer. 1 million de personnes touchées en France, 225 000 nouveaux cas détectés chaque année. Où en est-on avec la recherche? Comment l'aider surtout? Éléments de réponse avec nos invités dans un instant. Gros plan dans ce mag sur la fondation Vaincre Alzheimer, 20 ans de combat avec un leitmotiv, prévenir, soigner et guérir, avec une attention toute particulière, vous le verrez, à la sensibilisation des plus jeunes. On voit cela dans un instant. La loupe sera avec Alix. Je vous parle de deux frères, deux jeunes garçons, Eden et Abel, atteints du syndrome de Sanfilippo, dont certains des symptômes peuvent se rapprocher d'Alzheimer. Ça sera dans une dizaine de minutes. On y va. Bonjour Maï Panchal. Bonjour. J'ai bien prononcé? Très bien. Tout va bien? Merci d'être avec nous. Merci de nous inviter. Et de venir avec votre soeur pour nous parler d'un sujet ô combien important, ô combien conséquent. Vous êtes docteur, directrice générale de la fondation Vaincre Alzheimer qui fête ses 20 ans. Le 1er avril? Existence, exactement. Vous ne faites pas de blague, c'est vrai? Ce n'est pas un poisson de Une grosse soirée? Belle soirée en perspective, oui. Bon, effectivement, 20 ans de recherche, 20 ans de découverte. Marion Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes également docteur et vous êtes directrice scientifique, effectivement, de la fondation Vaincre Alzheimer. Quel est votre rôle au sein de l'association, de la fondation, pardon? Eh bien, je m'occupe de toutes les affaires scientifiques. Donc, globalement, on va vous raconter un petit peu peut-être nos missions, mais on a une des missions qui est le financement de la recherche. Ouais. Donc, je vais un petit peu m'occuper des appels à projets et des chercheurs qui soumettent un projet de recherche. C'est le nerf de la guerre, comme on dit, toujours? Ah, toujours, oui. Toujours. Donc, il y a cette partie-là. Je vais, tout ce qui est actualité scientifique. Donc, c'est moi qui vais les rédiger, etc. Pour que les gens soient au courant des dernières actualités sur la maladie d'Alzheimer. Déjà 20 ans, effectivement, 20 ans de lutte, 20 ans de combat, si je puis dire, 20 ans de sensibilisation. On a parfois le temps de se retourner un petit peu sur le travail accompli, parce que je sais qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à découvrir. Mais Tout à fait, oui, c'est vrai que c'est un vrai travail de se dire, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a pu produire comme avancée. Et c'est vrai que, pour le coup, la Fondation Vaincre Alzheimer a vraiment, avec son soutien quotidien à la recherche, a vraiment pu participer à de grandes avancées, notamment l'identification de facteurs de risque génétique, le développement de nouveaux candidats médicaments qui peuvent améliorer la mémoire et notre participation aux 2 prochaines immunothérapies qui vont bientôt arriver sur le sol français. Quelles sont les missions? On parlait justement de votre fondation. Oui, alors nous... le financement, on l'a bien compris, c'est dans la guerre, mais pas seulement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a cette vision mondiale de la recherche. On est né vraiment de la volonté d'experts internationaux. Je vous coupe, pardon, je précise, vous êtes 2 chercheuses. Absolument. Préciser aussi. On a fait tellement d'émissions aussi sur les filières scientifiques et du manque aussi de chercheurs et de chercheuses, sans tout ça, s'il vous plaît. Tout à fait. Ouais. Et donc nous, c'est un ensemble d'experts scientifiques internationaux qui ont décidé de s'unir pour, à travers un réseau d'organisations, d'associations et de fondations pour répondre aux besoins de la recherche médicale au niveau mondial. Et on a la chance de faire partie de ce réseau avec une association en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Belgique. Et on a, grâce à ça, un comité scientifique international qui va vraiment sélectionner et financer les meilleurs projets de recherche qu'on finance. C'est vraiment un atout, puisque la recherche, elle n'a pas de frontières. C'est vraiment mondial. On n'a pas de chercheurs qui travaillent que dans leur coin. C'est toujours des découvertes sans frontières et ça, c'est extrêmement important d'avoir des projets de recherche d'excellence. Donc ça, c'est notre première mission, le financement de la recherche d'excellence. Et on a bien sûr 2 autres missions très importantes qui sont d'abord la formation des professionnels de santé, parce que ça, on sait que c'est un domaine, la maladie d'Alzheimer, qui évolue rapidement, énormément, avec des nouvelles avancées sur le diagnostic, la prise en soin. Et il faut que ces professionnels de santé, ces médecins, les autres professionnels puissent vraiment être au courant des dernières avancées et prendre en charge les patients de façon correcte. Et on a cette mission de sensibilisation du public à la maladie et aux méthodes de prévention. Et même des plus jeunes. C'est vrai que moi j'étais étonné, on était étonné en préparant l'émission avec Alix, on ne va pas dans un instant, mais j'ai égrené quelques chiffres en introduction assez rapides, mais c'est difficile. Alors j'ai dit 1 million de personnes touchées en France, 225 000 nouveaux diagnostics, nouvelles personnes diagnostiquées chaque année. On sait si ces chiffres sont
sous-estimés, ils sont un peu vieux les chiffres en plus, donc c'est vrai que c'est un peu dur de se dire tiens, combien il y a de personnes qui sont concernées, mais j'ai quand même le sentiment que c'est conséquent. Oui, ils sont probablement sous-estimés parce que du coup, il y a aussi un patient sur deux qui n'est pas ou est mal diagnostiqué, parce que rappelons qu'on a aussi d'autres maladies neurocognitives, donc parfois ça ne va pas être spécifiquement la maladie d'Alzheimer, mais une autre maladie neurocognitive. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi un autre aspect de la maladie qui sont des patients qui ont vraiment un stade très débutant, qu'on appelle des qui ont des troubles cognitifs mineurs. Et donc ces patients-là vont pas forcément être comptabilisés au départ. Donc en fait, c'est potentiellement une sous-estimation de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Justement, qu'est-ce qu'Alzheimer justement? Parce que du coup, c'est très précis, vous savez qu'il y a plusieurs maladies neurocognitives. C'est quoi Alzheimer et quels sont, comment on l'identifie très précisément? Oui, c'est vrai que la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment une maladie qui est due à l'accumulation de 2 protéines toxiques dans le cerveau. Et ces deux protéines, elles ont été identifiées dans les années 80. C'est la protéine bêta-amyloïde et la protéine Tau. Ce sont des noms barbares, mais ce sont vraiment ces signatures de ces 2 lésions cérébrales qui s'accumulent, qui font des sortes d'amas, d'agrégats dans le cerveau. Et c'est parce qu'on a ces 2 lésions qu'on a la maladie d'Alzheimer. Donc c'est quelque chose d'extrêmement mécanistique et avec une signature cérébrale très très particulière. Qui se traduit comment du coup? Alors évidemment avec une multitude de symptômes. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on n'a pas les mêmes symptômes, on n'a pas tous la même maladie d'Alzheimer. Il y a des personnes qui peuvent commencer avec des pertes de la mémoire récentes, les faits récents qui viennent de se passer, où on n'arrive pas à enregistrer les nouvelles informations. Donc la personne peut poser plusieurs fois la question puisqu'elle n'enregistre pas les nouvelles informations. Mais on peut aussi avoir quelqu'un qui n'a pas du tout ce genre de problème et qui peut avoir une désorientation spatiale, qui a du mal à s'orienter dans la... Donc elle prend le métro, elle est perdue. Voilà, exactement. Qui avant prenait sa voiture et ne sait plus sortir exactement à la bonne sortie du rond-point, qui ne peut plus lire de cartes. On se dit quoi? On se dit sur le coup qu'on est fatigué, c'est pas grave, ça ira mieux, je dois m'en poser. En fait, bien sûr, au départ, on peut penser à une dépression, à un burn-out, à quelque chose. Souvent, ça peut être ça. Et après, il y a vraiment cette idée de rupture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand on commence à avoir des symptômes dans les 6 mois, etc., qui sont vraiment différents de la manière dont on vivait avant. On peut aussi avoir les symptômes des troubles aussi plutôt temporels, où on va avoir du mal à s'orienter aussi dans le temps, donc qui va un petit peu avec la désorientation spatiale, et aussi des troubles du langage, par exemple, qui peuvent signaler aussi, quand on n'en a pas habituellement, d'une potentielle maladie d'Alzheimer. Et vous disiez justement qu'une personne sur 2 était mal diagnostiquée, mais c'est dû à quoi? C'est le manque de formation des professionnels? Pas complètement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche avance aussi au niveau du diagnostic. Donc maintenant, on commence à avoir beaucoup plus d'outils pour diagnostiquer le malade d'Alzheimer. À l'époque, on n'avait pas forcément tous ces outils-là. Quand je dis à l'époque, c'est une dizaine, vingtaine d'années. Oui, mais même quand vous avez créé la fondation, en 2005, ça n'a rien à voir. Exactement. Donc ça n'a vraiment rien à voir. À l'époque, par exemple, on allait diagnostiquer uniquement sur tout ce qui allait être l'aspect clinique. Donc quand le patient commençait à avoir des troubles de la mémoire, etc. Maintenant, on arrive à diagnostiquer au niveau des fluides, donc notamment au niveau du liquide céphalo-rachidien, donc avec une ponction lombaire, où on va pouvoir détecter ces fameuses protéines toxiques, par exemple. On va aussi pouvoir le détecter au niveau de l'imagerie, à la fois par une IRM, pour voir si on va avoir des régions du cerveau qui vont être un peu diminuées, mais aussi avec ce qu'on appelle un TEP scan amyloïde, qui va permettre de détecter en imagerie les fameux dépôts amyloïdes. Donc en fait, maintenant, on a des techniques beaucoup plus précises pour diagnostiquer cette maladie. Mais il faut quand même, au départ, que le malade, on va dire, soit concerné, se demande si en effet ça peut être une maladie. Donc il faut que ce soit aussi détecté par le médecin généraliste dès le départ. C'est pas toujours le cas, parce que on a encore trop en tête cette notion que parce qu'on vieillit, alors c'est normal d'avoir des troubles de la mémoire, ce qui est faux en fait. Ces troubles viennent du fait d'une maladie. Et est-ce qu'on est 100% lucide? Est-ce qu'on s'en rend compte qu'on perd la mémoire? Alors, pas toujours, parce que justement, il y a un symptôme qui s'appelle l'anosognosie qui fait qu'on n'a pas forcément cette notion qu'on perd la mémoire. Et donc, c'est vrai que c'est souvent l'entourage qui peut qui peut s'inquiéter auprès du médecin généraliste ou d'un spécialiste, comme quoi le malade... Mais alors, Maï, quand faut-il commencer à s'inquiéter? Moi, je dirais que, comme disait Marion, il y a un peu une question de rupture au moment où on a l'impression qu'on commence à avoir besoin des autres.
Et ça, c'est quand même important. C'est-à-dire que on peut être fatigué, on peut avoir des troubles de la mémoire, ne plus savoir où on a mis ses clés, ses lunettes, où on a garé la voiture. Ça peut arriver à tout le monde. Mais si vous voulez, au moment où ça commence à se répéter et qu'on a besoin d'une aide, on commence à avoir besoin de quelqu'un qui vous dit « n'oublie pas, tu as ce rendez-vous », des choses comme ça, une sorte de rupture, où on commence à avoir besoin de quelqu'un autour de soi, il faudrait aller consulter. Oui. Comment on raconte Alzheimer aux plus jeunes? Et j'ai vu que c'est justement l'un des leitmotifs de votre fondation, avec un site très intéressant, avec des outils très didactiques. Qui plonge? Alors, Allez, Marion. Je peux raconter. Donc, c'est vrai que, du coup, à la Fondation Vaincre Alzheimer, c'était pour nous très important de pouvoir expliquer la maladie au grand public, mais aussi aux enfants, parce que souvent, c'est des termes techniques, ils sont un peu délaissés par rapport à ça. Et donc, on a créé ce site web, donc alzjunior.org, qui permet d'expliquer la maladie, mais aussi de sensibiliser aux méthodes de prévention pour les plus jeunes. Donc, une bonne tête. 8 exactement, en effet. Et donc, comment on le fait? À travers une petite BD qui est publiée tous les mois sur ce site internet. Cette BD raconte l'histoire d'une famille dont la grand-mère a la maladie d'Alzheimer, et elle suit une famille avec 2 jumelles notamment qui en fait sont en présence de leur grand-mère assez régulièrement et qui parfois vont conseiller leur grand-mère de mieux manger ou de faire une petite activité physique par exemple, mais aussi on va avoir les petites filles qui vont se rendre compte de certains symptômes que la grand-mère a. Et on va avoir les parents, la tante. Alors, ils ont beaucoup de chance parce qu'ils ont une tante qui est neurologue. Donc, ça aide. Ça tombe bien. Ça aide bien. Et donc, la tante qui va expliquer aux petites filles pourquoi est-ce que la grand-mère réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'on peut avoir, par exemple, des problèmes, des troubles du comportement chez les malades d'Alzheimer. Donc, pourquoi d'un seul coup, sur la grand-mère ne va plus avoir envie de ne rien faire ou, à l'inverse, va peut-être même être un peu agressive. Et donc, on essaye de le mettre dans un contexte qui fait que les enfants peuvent interagir avec leur grand-mère et comprendre en fait comment interagir si notamment ils ont un grand-parent qui est atteint de cette maladie. Mais on peut imaginer facilement justement des interventions en milieu scolaire. Oui, absolument. Alors la Fondation a déjà commencé ces interventions. C'est vrai que on est déjà intervenu en primaire et les enfants sont incroyables parce qu'ils sont très curieux, ils veulent savoir pourquoi. Ah les profs doivent vous remercier, genre merci. Ah oui. Pour une fois, ils sont cool, ils sont calmes. Oui. Merci. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est d'expliquer la maladie et les symptômes, mais aussi d'attaquer le côté un peu prévention. Parce que ce qui les touche aussi, c'est de savoir comment je peux éviter de l'avoir, comment on peut l'attraper, etc. Est-ce qu'on peut éviter ? En tout cas, on peut réduire son risque d'en être atteint. On ne peut pas complètement l'éviter, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place tout au long de sa vie pour essayer de garder un cerveau en bonne santé. Eh bien, une alimentation équilibrée, tout ce que je vais vous dire, ça marche pour toutes les maladies. De l'activité physique, une activité sociale, aller à l'école, une éducation. Donc tout ça, ça peut parler aux enfants. Les jeux de raquettes, les sports de raquettes. Oui, toute activité physique en fait. Ou pas? Oui. Le ping-pong. On prend tout, mais pas. Ouais. Tennis, ping-pong, badminton, j'ai entendu incroyable. Oui, ça marche bien. Toute activité physique et encore plus en plus quand elle est sociale, c'est-à-dire quand on va combiner vraiment 2 facteurs de prévention et activité physique, ça peut faire peur au départ aux gens, qu'on va commencer à parler de 150 minutes par semaine, sur une activité modérée, assez intense. En réalité, déjà, faire du jardinage, par exemple. Donc, essayer de trouver une activité, alors, pour les personnes âgées, encore plus adaptée, d'ailleurs. On ne va pas demander forcément à des personnes âgées de faire un marathon. Voilà. Même le jardinage, ça peut être physique. Mais voilà, exactement. Mais c'est l'objectif. Donc, de la marche. Encore mieux si c'est une marche organisée avec d'autres personnes, parce que comme ça, le côté aussi social est extrêmement important, notamment avec l'âge. Donc voilà, il faut pas. C'est vraiment très global et il ne faut pas avoir peur de s'activer de n'importe quelle manière. Mais parce que concrètement, l'activité physique, ça fait quoi sur le cerveau ? Alors, ça fait vraiment plein de choses. Ce qui est assez intéressant, c'est que les dernières études ont montré que déjà, on allait avoir un impact direct entre nos muscles et notre cerveau. C'est-à-dire que quand nos muscles vont se contracter, ils vont sécréter des molécules, des protéines, qui vont pouvoir aller activer certaines choses dans le cerveau. Et notamment, ce que ça fait comme bénéfice dans le cerveau directement, ça va être ce qu'on appelle la neurogénèse. C'est un terme assez barbare pour dire qu'on va avoir
un développement des neurones, enfin on va avoir plus de neurones, on va dire. Donc on va avoir cet aspect-là. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé au niveau de la maladie d'Alzheimer notamment, qui est la neuroinflammation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, on va avoir un dérèglement de cette neuroinflammation, qui est en fait l'inflammation du cerveau, qui est en fait le système immunitaire qui se régule pas bien. Et donc l'activité physique pourrait en fait réguler aussi cette neuroinflammation qui est dérégulée dans la maladie d'Alzheimer, ou en tout cas dans d'autres maladies un peu neuroinflammatoires comme ça. Donc on a cet aspect-là. On peut avoir dans une étude à montrer, alors des études précliniques, à montrer qu'une certaine molécule, justement directement issue, ou en tout cas indirectement via la contraction des muscles, permet même de mieux éliminer les plaques bêta-amyloïdes. Donc en fait, ça pourrait avoir une action presque directe. Après, ça reste des études précliniques, donc c'est toujours à confirmer, bien évidemment. Mais en fait, on s'aperçoit que faire fonctionner ces muscles permet d'avoir une réelle action mécanistique finalement dans le cerveau. D'ailleurs, l'ensemble des études épidémiologiques montrent vraiment qu'une activité physique régulière et soutenue, ça réduit son risque de 30 à 40% d'être atteint d'une maladie neurocognitive. Donc c'est quand même quelque chose d'important. C'est ça qu'on parle essentiellement de la maladie d'Alzheimer, mais il y a tout un tas d'autres maladies qu'on ne va pas négliger. C'est l'heure de la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Et aujourd'hui, Alix, tu nous parles du combat de deux frères, Eden et Abel, qui sont atteints du syndrome de Sanfilippo. Oui, aussi appelé, alors on l'a dit, c'est pas la même chose, mais appelé Alzheimer infantile le 15 novembre dernier. Une étape décisive a été franchie pour eux. Après des mois d'attente, l'étude préalable à l'expérimentation d'un traitement contre cette pathologie a enfin commencé à Lyon. Depuis la découverte du diagnostic en 2021, l'histoire d'Eden et Abel est une véritable lutte. Leur famille est parvenue à mobiliser des fonds et des soutiens pour permettre cette avancée. Après de longs mois de retard administratif, l'annonce de ce progrès a été faite par les parents Tommy et Farah sur les réseaux sociaux pour qu'Eden et Abel vivent non sans une certaine émotion. Sans votre incroyable générosité, rien n'aurait pu se réaliser, disent-ils. Les deux enfants âgés de 8 et 4 ans sont les premiers à intégrer cette étude. Depuis le 12 novembre, ils participent à la phase dite d'histoire naturelle, un suivi médical rigoureux de 24 mois qui permet d'observer l'évolution de la maladie à travers des tests cognitifs, physiques, mais aussi des examens approfondis, IRM, ponction Lambert, échographie. Ces données aideront à mieux comprendre le syndrome de Sanfilippo. En parallèle, la famille alimente une plateforme numérique à destination donc du personnel médical avec des vidéos, des questionnaires sur la vie quotidienne des enfants pour enrichir les informations déjà recueillies à l'hôpital. L'espoir d'un traitement contre cette maladie reste encore lointain, mais les résultats d'études précliniques sur des animaux sont prometteurs. Mais pour que ces progrès se concrétisent, un financement important est nécessaire. Les fonds collectés permettront de financer la recherche et la création du vecteur. J'ai essayé de trouver à quoi ça correspondait. Le vecteur, c'est une sorte d'agent qu'on injecte dans le cerveau, si je ne me trompe pas, des enfants, lors d'un futur essai clinique aux États-Unis. À ce jour, plus d'1 million d'euros ont été récoltés. C'est énorme. Ils doivent désormais atteindre 1,5 million d'euros pour financer la prochaine phase de l'étude. La collecte est donc toujours en cours. Eden et Abel sont confrontés à des troubles de plus en plus handicapants, mais ils continuent de se battre. Marion, on l'a dit, ce n'est pas la même chose. Néanmoins, est-ce qu'il y a des symptômes? Quels sont les symptômes similaires entre les deux Alors pour le coup, je suis vraiment désolée, mais moi je ne connais pas bien cette maladie. Je pense qu'il y a surtout des troubles neurocognitifs, c'est ça, donc c'est-à-dire des oublis. Pourquoi on l'appelle Alzheimer infantile? Je pense que c'est parce que d'un point de vue symptomatique, les premiers symptômes doivent faire penser à une maladie d'Alzheimer. Un peu d'ailleurs quand on a une dépression, on pourrait penser que c'est une maladie. Il y a souvent besoin d'aller voir le neurologue pour justement différencier une dépression d'une maladie d'Alzheimer. Et je pense que c'est des pertes de mémoire à court terme ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est très très spécifique comme syndrome parce que c'est une maladie lysosomale et donc c'est un mécanisme vraiment assez différent. Et c'est magnifique qu'il y ait un début d'études sur ces maladies rares parce que justement elles sont rares, elles sont infantiles et tout le monde peine à trouver des financements pour ce genre d'études, donc c'est magnifique que ça. Et Alzheimer, le
classique Alzheimer, il peut toucher les enfants ? Non. Alors, non. Par contre, il y a de très rares formes familiales qui existent. Alors, c'est extrêmement rare, c'est-à-dire qu'on a une mutation génétique connue qui passe d'une génération à une autre. Et donc, la génération d'après a un risque sur deux, une chance sur deux d'avoir cette mutation et de développer la maladie. Et souvent, on retrouve cette mutation chez des personnes qui ont déjà 30 ans et qui commencent à avoir un début de symptômes, parce que ce sont des formes sévères de maladie et assez précoces qui commencent très tôt. Donc ça peut commencer dès 30 ans. Mais voilà, il y a même des cas, voilà, pour la forme héréditaire, donc c'est 0,01%. Oui. D'accord. Voilà. On a parlé au début de l'émission effectivement des diagnostics, effectivement, des outils, des nouveaux outils, effectivement, et c'est vrai qu'on diagnostique mieux à présent. On a un petit peu parlé également de la prise en charge. En termes de traitement, on a fait là aussi beaucoup de progrès. On en est où ? Alors, on a fait énormément de progrès, notamment ces 2 dernières années presque, où on a eu l'autorisation de mise sur le marché de 2 traitements anti-amyloïdes. Donc, c'est une immunothérapie qui va spécifiquement cibler ces fameux dépôts amyloïdes pour les éliminer. Donc, en fait, à la différence des traitements qui existaient déjà, qui n'étaient pas des traitements curatifs, dans le sens où en fait c'était des traitements symptomatiques qui allaient uniquement agir sur les symptômes, qui avaient une durée de vie, etc., assez courte. Ces traitements-là vont directement agir sur la maladie en éliminant ces fameux dépôts amyloïdes. Et donc on a eu pour la première fois un ralentissement du déclin cognitif significatif de 27... Ça fait que 2 ans, mais on a déjà des résultats. En fait, il y a 2 ans, les résultats sont sortis. D'accord. Je crois que c'était bien il y a 2 ans. En même temps que l'autorisation. Ensuite, du coup, alors pas en même temps que l'autorisation, parce qu'après il y a plusieurs étapes pour atteindre cette autorisation qui a été en tout premier lieu autorisée aux États-Unis, puis dans d'autres pays et récemment en Europe. En tout cas, c'est en discussion pour l'autorisation de mise sur le marché, donc ça devrait arriver très rapidement. Donc c'est une excellente nouvelle parce que c'est vraiment la première fois qu'un traitement qui montre ce type de résultat sera disponible même sur le territoire français a priori, et c'est un regain d'espoir pour les patients. C'est un regain d'espoir, c'est révolutionnaire. Alors, en tout cas, d'un point de vue de la recherche, c'est révolutionnaire. D'un point de vue de la recherche, parce que le fait que justement on disait la protéine bêta-amyloïde, elle a été identifiée en 1984, il faut attendre 2024 pour avoir un premier traitement qui l'élimine du cerveau. Donc vous voyez le temps que ça prend, la recherche, mais c'est pour ça que c'est assez révolutionnaire, parce que ça prend du temps, mais on a enfin quelque chose. On a enfin quelque chose ça reste un ralentissement. C'est un cachet, c'est une injection. Alors, c'est une perfusion. Une perfusion, donc actuellement, en fait, il y a 2 traitements. Il y en a un, c'est toutes les 2 semaines, et l'autre qui n'est pas encore autorisé en Europe, c'est tous les mois. Et donc, et ça sur en tout cas 18 mois, ça c'est ce que c'était les résultats issus de cette étude, c'était sur 18 mois. Donc voilà, c'est extrêmement prometteur. À la fois, c'est beaucoup d'espoir pour les patients, pour les familles, bien évidemment, qui n'avaient rien jusque-là. D'après derniers chiffres, 8% des Français de plus de 65 ans seraient atteints en 2020. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Voilà, ça fait énormément de monde. Et aussi pour la recherche, parce que c'est un regain d'espoir aussi pour les chercheurs qui mettaient du temps à trouver finalement cette manière d'arrêter la maladie. Alors on ne l'arrête pas encore, mais c'est l'objectif. On l'a fait ralentir. Voilà, on l'a fait ralentir. C'est quelques mois de gagner pour les patients, c'est énorme en fait. Et donc l'idée maintenant, c'est que comme la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie multifactorielle, on l'a vu, protéine bêta-amyloïde, aussi la protéine tau, donc l'idée ça sera à un moment donné aussi d'attaquer cette protéine, aussi cette neuroinflammation dérégulée, etc. Donc l'idée c'est maintenant d'essayer de combiner plusieurs molécules qui auraient un effet sur chaque cible de la maladie d'Alzheimer pour on l'espère éradiquer cette maladie. Parce que jusqu'alors c'était quoi le traitement ? Alors, il y avait donc tout de suite, après le diagnostic, la proposition des traitements symptomatiques dont Marion parlait, qui sont des traitements, il y en a à peu près 4 molécules qui sont sur le marché depuis les années 2000, je pense, ou même, par là. Alors, malheureusement, elles sont déremboursées en France. C'est pas le cas dans les autres pays, mais on peut les avoir. C'est sous forme de patch qu'on met mensuellement et qu'on change. Donc ça peut aider à, on va dire, à la diminution de certains symptômes.
Et puis, il y a aussi toute cette prise en soin en parallèle qui est extrêmement importante, comme par exemple une prise en charge orthophonique, parce qu'on sait que les troubles du langage vont commencer et qu'il faut absolument travailler cette communication et ce langage le plus longtemps possible. Donc l'orthophonie est extrêmement importante. Ont été mises en place aussi des ESA, équipes spécialisées Alzheimer, qui peuvent, en début de maladie, agir directement au sein de votre domicile en mettant en place de la kiné, de l'ergothérapie. Et un soutien psychologique. Et bien sûr, et un soutien psychologique qui est extrêmement important. Et évidemment, des conseils nutritionnels, activité physique, parce que même quand on a la maladie, eh bien, ça joue, ça permet quand même de... C'est quoi les bons aliments pour la mémoire, le cerveau? Alors, on parle souvent du régime méditerranéen. L'huile d'olive. Voilà, on dit souvent ça, un peu de viande rouge. Voilà. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir beaucoup d'aliments de type légumes de saison, fruits de saison, donc beaucoup tout ce qui va être les noix, l'huile d'olive qui contiennent donc oméga 3, oméga 6, tous ces aliments-là. Et au fur et à mesure de réduire tout ce qui va être viande rouge, comme tu l'as dit, tout ce qui va être aussi tout ce qui va être produit sucré, donc les petites pâtisseries, tout ça, éviter. Ça, c'est... Sucre raffiné. Voilà, exactement. Enfin, il faut, donc voilà, c'est un peu souvent représenté sous forme de pyramide où on va avoir les aliments à consommer à tous les repas pratiquement et ceux à consommer une fois par semaine. Donc là, c'est un peu plus difficile pour les sucres. Combien de temps va exister encore la Fondation? Dans 10 ans, vous allez exister encore? Oh oui, il y a sûr. tellement de choses à faire. Oui, absolument. Parce qu'avec les bonnes nouvelles, effectivement, les traitements sont disponibles essentiellement aux États-Unis, si j'ai bien compris. Oui. Croisez les doigts pour que ça arrive, bien sûr, sur la zone Europe, si c'est autorisé. Oui, et puis il y a encore Quelle est la beaucoup de prochaine choses à étape? faire parce que ces immunothérapies, elles sont dédiées à des malades au stade débutant. Oui. On a quand même tout un ensemble de personnes qui sont touchées au stade modéré, sévère et qui n'ont pas encore de traitement. Et puis, comme disait Marion, la maladie, elle est multifactorielle et si on veut vraiment la vaincre, il va falloir avoir une multithérapie. Un peu, si vous voulez, comme dans le sida. On est quasiment au tout début de cette histoire avec des premières immunothérapies qui ont un petit effet, qui ont aussi des effets secondaires qu'il faut suivre aussi de manière proche. Mais voilà, c'est le début et il y aura de plus en plus de médicaments et c'est pour ça qu'il faut continuer à soutenir la recherche parce que ça n'est que le début de l'histoire. Comment on peut vous aider sur votre site? Faire un don sur www.vaincrealzheimer.org. Voilà, pour la recherche. C'est noté. Et on vous souhaite bien évidemment un très bel anniversaire. Ce sera le 1er avril prochain, mesdames, 27e semaine du cerveau, je le précise également. Un grand merci à vous, Maï Panchal, directrice générale de la Fondation Vaincre Alzheimer. Vous êtes docteur, vous êtes chercheuse, tout comme vous, ma chère Marion Lévy, directrice scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer. Merci à toutes les deux d'être venues nous voir aujourd'hui. Merci. Je ne sais pas pourquoi je parle aussi vite. C'est un plaisir de vous, comme d'habitude, de vous recevoir. Et je vous dis à très très bientôt. On refera un petit point d'étape, bien évidemment, sur l'avancée de la recherche, de vos recherches, mesdames. Merci encore. Et je te retrouve demain. À demain. À demain.